Même quand on n'a jamais eu de problème de santé, ça peut arriver. Et c'est important de dépister ces maladies assez tôt parce qu'en fait, elles font vieillir le corps de façon accélérée. Moi, souvent, les premiers symptômes que je vois chez les gens, c'est des maux de tête ou la fatigue ou une perturbation du sommeil. Et c'est important de justement préserver des années de vie et des battements cardiaques pour faire en sorte que son cœur batte le plus longtemps possible en bonne santé. Docteur Berthelot, bonjour et bienvenue sur Digital Rehab. Bonjour Raphaël. Vous êtes cardiologue, donc forcément aujourd'hui on va parler du cœur, on va parler des pathologies qui touchent le cœur, des pathologies cardiovasculaires. C'est malheureusement des pathologies qui touchent beaucoup de monde parce que c'est la première cause de mortalité au monde et c'est d'autant plus vrai si une personne ne prend pas soin de son cœur au quotidien. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va donner un maximum de clés pour toutes les personnes qui veulent protéger leur cœur et en prendre soin. Soit dans un contexte préventif, elles sont en bonne santé et elles veulent le rester le plus longtemps possible, soit dans un contexte pathologique où elles veulent essayer de réduire l'importance de leur pathologie au maximum. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est du rôle de chacun de prendre soin de son cœur et de son corps, et si on décide d'y consacrer du temps, on peut être très efficace. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Récemment, vous avez écrit un livre qui est juste là, 3 milliards de battements, les secrets de notre cœur aux éditions du Rocher. C'est un livre qui est très original par sa structure parce qu'on suit l'histoire de vie de Catherine. Donc Catherine, je pense que c'est l'incarnation fictive de plusieurs patientes que vous avez dû avoir en consultation. Catherine, sans raconter le livre, est atteinte d'une pathologie cardiaque. Et du coup, on va la suivre dans sa vie et l'évolution de sa pathologie. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'illustrer que quand on est malade, ça modifie quand même grandement la vie d'une personne. Et ça va provoquer tout un tas de choses, beaucoup d'émotions et beaucoup de chamboulements. Vous écrivez l'histoire de Catherine un petit peu comme un polar et à la fin de chaque chapitre, on a envie de connaître la suite, on a envie de savoir comment évolue sa vie et sa pathologie, donc ça c'est vraiment très agréable. Et puis il y a aussi dans votre livre toute une part de vulgarisation dans un contexte soit sain, soit pathologique sur le fonctionnement du cœur. Donc vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé votre livre et je recommande à tout le monde de le lire. J'ai beaucoup trop parlé, donc je vais vous laisser la parole pour le reste de la vidéo et je vous propose de commencer en vous présentant. Alors merci Raphaël, je suis très contente de faire cette vidéo pour prendre soin de son cœur et prendre soin de son corps. Donc moi je suis cardiologue, je suis médecin à l'hôpital Bicêtre et puis je fais partie de la Société française de cardiologie, je fais partie de la Fondation Cœur et Recherche pour aider aussi les chercheurs en recherche cardiovasculaire. Et puis j'ai écrit ce livre pour justement sensibiliser les gens à prendre soin de leur cœur parce que je pense que c'est important de savoir comment faire. Et voilà, il y a des choses assez simples et comme tu le disais, en fait, c'est vrai que si on connaît les petites clés, en fait, c'est pas très difficile. Il faut décider, il faut se ménager un petit peu de temps, et puis en fait, c'est pas si difficile que ça de prendre soin de son cœur. Ok, donc vous venez de répondre à la première question, j'avais vu que c'était votre premier livre, si mes recherches sont bonnes. Donc voilà, je me demandais un petit peu qu'est-ce qui vous avait poussé à cette volonté d'écrire. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, c'est mon premier livre pour le grand public. Après, j'ai écrit un livre pour les étudiants en médecine il y a quelques temps. Mais donc voilà. Donc, l'idée, c'est de partager du savoir et c'est de vulgariser en fait finalement d'avoir. Moi, j'ai beaucoup de connaissances scientifiques et j'aimerais le partager avec le plus grand nombre. Et j'ai trouvé qu'un livre, c'était une façon que j'avais envie de faire, de partager finalement toutes mes connaissances scientifiques à travers une partie un peu romancée, comme tu l'as dit, hein, à partir de l'histoire de cette patiente, qui en fait est une de mes patientes. Et d'ailleurs plusieurs de mes patientes, parce que voilà, il fallait un peu rechire l'histoire. Et en fait aussi parce que je crois que j'ai toujours aimé écrire hein, dans ma vie, ça fait un peu partie de moi en fait, j'ai toujours écrit, que ce soit des articles scientifiques ou alors aussi des choses un peu plus, peut-être un peu plus romancées dans ma partie privée, dans ma vie privée. Et donc voilà, donc j'avais envie d'écrire ce livre, ça fait longtemps que j'avais envie, et puis voilà, ça y est, j'ai réussi à le publier. C'est un super projet en tout cas. 3 milliards de battements, c'est un titre qui est assez intriguant. Expliquez-nous un petit peu d'où vous est venue cette idée.
Alors 3 milliards de battements, c'est le nombre de battements qu'on peut espérer avoir quand on naît. En fait, l'homme est un mammifère et j'aime bien aussi reprendre cette image de l'homme comme dans l'espèce humaine, comme une espèce animale ou mammifère, parce qu'en fait, on est néanmoins conditionné, même si on a toute cette intelligence et énormément de choses qui nous différencient des autres animaux. En fait, on reste un mammifère. Et donc, comme tous les mammifères, on a un cœur qui est programmé pour battre un certain nombre de fois dans la vie. En fait, c'est un peu étonnant de penser ça, mais ça a été démontré. On a un cœur qui est programmé pour battre un certain nombre de fois dans une vie. Alors, 3 milliards de battements, c'est peut-être un peu schématique. Vous allez me dire, on peut pas en avoir un peu plus. Alors évidemment, il y a des gens qui vont avoir un cœur qui bat un peu plus longtemps. Souvent, c'est des gens aussi qui ont une fréquence cardiaque un peu plus basse que les autres. Et on reviendra aussi, peut-être vous me poserez la question, comment faire pour que sa fréquence cardiaque soit un peu plus lente. Et puis, voilà, donc du coup, 3 milliards, ça correspond au nombre de battements qu'on peut avoir dans une vie si on vit 80 ans à la naissance avec un cœur qui bat, on va dire, entre 60 et 80, 85 battements par minute. D'accord. Donc, la majeure partie des personnes naissent avec un cœur qui est normal, physiologique, et donc on a ce capital de 3 milliards de battements. Je trouve que ça fait un peu comme, ça me fait penser un peu à un jeu vidéo comme Mario, qui a un certain nombre de vies, et suivant ce qu'on fait, on garde ou pas ces vies, et malheureusement on en a un nombre limité. Et je trouve que ça illustre bien cette notion qu'on est responsable un petit peu de nos 3 milliards de battements, et c'est à chacun d'en prendre soin. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi important de se connecter à son corps parce qu'aujourd'hui, en fait, on croit, genre, vous parliez des jeux vidéo, je suis assez d'accord avec cette histoire de ligne de vie et d'avoir des vies et de savoir comment on peut économiser des années de vie. Et à la fois, on est très, on pense aujourd'hui, on a un côté un peu déconnecté, on est très, je dirais, intellectuel et on pense que finalement, on est en quelque sorte immortel. Et en fait, aujourd'hui, non, on n'est pas immortel et c'est important de justement préserver des années de vie et des battements cardiaques pour faire en sorte que son cœur batte le plus longtemps possible en bonne santé. Oui, bien sûr. On est responsable, on est les spécialistes de notre corps. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé la structure du livre avec l'histoire de Catherine, donc je vous propose qu'on fasse un petit peu le même exercice, qu'on prenne ce coup-ci l'histoire de Richard. Richard, il a 56 ans, il est né, il est avec un cœur sans pathologie, donc au potentiel 3 milliards de battements. Richard, il a une vie professionnelle qui lui prend du temps, il a un travail qui lui prend du temps, qui génère un peu de stress. Il a 2 enfants, ce qui fait que tout ça mis bout à bout, il n'a pas trop le temps de faire du sport. Et au fil du temps, comme il est sédentaire, il a eu tendance à prendre un petit peu de poids. Sur le coup, rien de bien méchant, mais au fil des années, ça pèse un petit peu sur la balance. Et du coup, il se pose la question, est-ce que à 56 ans, sans symptômes particuliers, peut-être quelques légers facteurs de risque, est-ce que si on est sédentaire, on a un cœur qui est considéré comme en bonne santé? Le cœur, c'est Une une question facile. pompe. Le cœur, c'est une pompe intelligente, puisqu'elle est connectée au système nerveux sympathique. Et c'est néanmoins une pompe. Et cette pompe, c'est donc un objet mécanique et il y a des choses qui font qu'elle est capable de se contracter longtemps et de façon adaptée à l'environnement extérieur et à ce que demande le corps humain devant voilà, une stimulation particulière. Et on sait aussi ce qui fait que ce cœur est en moins bonne santé. Ça s'appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc par exemple, pour reprendre l'image de Richard, moi si je le rencontre en consultation, ce Richard, dans ma tête je me dis, bah tiens, il a 50 ans, donc déjà il est un peu avancé en âge. Puis après je vais lui poser des questions pour chercher les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont me mettre un peu la puce à l'oreille pour savoir est-ce que son cœur effectivement est plutôt
ça reste des statistiques, hein, mais plutôt en bonne santé, ou est-ce qu'il faut faire un peu des tests pour voir s'il y a quelque chose à rechercher de façon sous-jacente. Et les questions que je lui posais, c'est est-ce qu'il fait de l'activité physique tous les jours? Donc vous m'avez dit il est sédentaire. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais lui demander est-ce qu'il marche tous les jours, est-ce qu'il fait du vélo, est-ce qu'avec ses enfants, voilà, est-ce qu'il lui arrive avec ses collègues, ses enfants, ses amis de faire un peu de sport le week-end par exemple? Ce qui change un petit peu les choses. Je vais rechercher aussi d'autres facteurs de risque comme le diabète. Donc, est-ce que il a un taux de sucre élevé dans le sang, la présence d'une hypertension. Donc, je vais lui prendre l'attention au cabinet. Je vais lui faire une prise de sang. Je vais chercher le cholestérol. Je vais lui demander s'il fume. Et puis, je vais le peser et le mesurer parce que quand on a du surpoids, à partir d'un certain, un certain index de masse corporelle, finalement, on est plus à risque d'avoir des dépôts de graisse, entre guillemets, dans le cœur et dans les artères. Et puis, enfin, je lui demandais s'il a des antécédents familiaux de maladies cardiaques, parce qu'en fait, on sait que le terrain génétique joue beaucoup dans la survenue d'une maladie cardiovasculaire. Et donc, je vais lui demander si dans sa famille, il a des frères et sœurs ou des parents du premier degré qui ont présenté des infarctus ou des pathologies cardiaques particulières avant 50 ans. Parce qu'on estime qu'après 50 ans, il y a le vieillissement du corps, donc c'est plus, il peut y avoir d'autres paramètres qui jouent pour amener une maladie cardiovasculaire. D'accord, bon là vous avez dit plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, je vais en choisir juste un seul. Vous avez mis l'accent sur le fait qu'il était sédentaire et que vous alliez lui poser des questions un petit peu sur creuser à quel point il est ou non sédentaire. Et justement, il a envie de se mettre au sport, Richard. Est-ce qu'il a des précautions à prendre? Est-ce qu'il doit en parler à son médecin? Est-ce qu'il doit faire une épreuve d'effort? Ou est-ce qu'il peut tranquillement, de son côté, commencer à faire du sport? Alors, je reviens sur un terme que vous avez employé qui s'appelle sport. Le sport, c'est tout de suite, on a une idée qui est performance, qui est quelque chose en fait où on pousse son exercice physique, on transpire. Au moins on transpire, voire on fait, enfin ça peut durer, enfin, ça peut être aussi une activité prolongée, intense, voilà. Et en fait, il y a deux choses un peu différentes. Il y a le sport, et je mettrais la case de sport. Donc ça demande, c'est par exemple pour reprendre du tennis ou du karaté ou une activité un peu intense sur 1 heure dans la semaine. Et puis je lui pose la question, est-ce qu'il fait de l'exercice physique? Donc moi, je différencie un peu les deux parce que finalement, on sait aujourd'hui que faire de l'exercice physique tous les jours, à peu près une demi-heure par jour, du vélo, de la marche à pied, de la natation, eh bien, ça permet déjà, entre guillemets, d'entretenir son corps. Donc c'est déjà une base, je dirais, pour dire, bah là, effectivement, il y a quand même un petit terrain qui dit que il y a quand même un peu d'exercice, il y a quand même, on n'est pas dans une sédentarité extrême où moi je vois des gens, enfin, qui font vraiment plus du tout d'efforts et qui bougent très très peu. Donc quand en fait on voit que la personne fait au moins 30 minutes ou 45 minutes d'activité comme de la marche à pied par jour, déjà on sait qu'il y a un terrain qui est pas si sédentaire que ça. Après, donc pour savoir s'il doit faire des tests pour voir s'il y a quelque chose à rechercher avant la reprise de sport intense, entre guillemets, enfin après, ça va être sous forme de, peut-être pas non plus en compétition, mais quand même un exercice un peu où on transpire le week-end, on va faire un peu de course à pied, ou alors du tennis. Bien, effectivement, à partir de 50 ans, c'est important de faire une sorte de check-up, et dans le check-up, je mets la recherche des facteurs de risque comme ceux que je vous ai énoncés, hein, donc le diabète en particulier, l'hypertension, le cholestérol, le tabac, et puis je vais lui proposer de faire un test d'effort, je pense, parce qu'il a un peu de surpoids, et s'il était vraiment, enfin, il faisait peu d'exercice, je pense qu'à partir de 50 ans, c'est pas complètement déraisonnable de proposer de faire un test d'effort avant de reprendre du sport. Okay. Encore une fois, si l'activité semble intense, si c'est juste pour me dire qu'il va se balader dans un bois le dimanche après-midi, voilà, je suis pas sûre, mais... C'est dur, je trouve, de quantifier ce que vous venez de dire, parce que vous avez mis la natation et le vélo, et je pense que rapidement on peut partir sur quelque chose qui est un peu intense, en nageant ou en faisant du vélo.
Alors c'est une bonne question aussi. Moi je mets un peu la limite sur est-ce que quand on fait du sport, quand on fait cette activité physique, on a la sensation que le cœur s'accélère et on a une transpiration. Voilà. En fait, j'aime bien donner ces images parce que justement ça donne aux personnes une idée d'écoute interne. Parce que je vois beaucoup de gens aussi qui me posent des questions. Peut-être que vous allez me poser la question sur les montres connectées plus tard, mais je répondrai plus tard. Et en fait, moi, ce que j'aime bien justement, c'est de me dire, mais déjà, observez l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez que votre cœur bat plus fort? Est-ce que vous sentez que vous avez un peu de transpiration? Et ça, pour moi, c'est une activité physique qui commence effectivement à être un peu intense. Donc du coup, si c'est ce type d'activité physique, donc faire voilà 1 heure de vélo en côte ou dans la campagne, ou alors voilà partir en rando vélo sur le week-end, ça commence effectivement à être un peu une activité un peu intense. Ça arrive vite quand même. Dès qu'on fait un peu de sport, Ouais, enfin, ouais. un peu. Il faut pas que je dise le mot sport du coup parce que c'est biaisé, mais dès qu'on fait un petit peu d'activité physique, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on dépasse rapidement ce seuil. Oui, alors en fait tout va dépendre des gens qu'on va rencontrer. Parce que moi je vois beaucoup de gens qui justement sont très sédentaires et qui font très très peu d'exercice. La seule chose qu'ils font, c'est finalement, ils vont peut-être sortir promener leur chien. Voilà. Et vous voyez des gens qui sont beaucoup plus sportifs et qui parfois, donc en fait, ont beaucoup plus d'énergie et envie de... Voilà. Bon, en fait, après, je pense que pour mettre un peu, enfin, pour reprendre sur le cas de Richard, qui est assez enfin, il est assez illustré, je pense qu'effectivement, à partir de 50 ans, je proposerais, de reprendre une activité sportive ou une activité physique intense, un test d'effort voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau cardiaque et qu'il peut être tranquille pour reprendre. Effectivement, justement, il veut pousser un petit peu son exercice, ce qui est très bien, eh bien, qu'il le fasse vraiment sans arrière-pensée. Ok. Et du coup, pour qu'il reprenne donc une activité sereinement, et s'il a envie d'éprouver un petit peu plus son corps, il puisse le faire sans crainte. Vous avez parlé d'épreuve d'effort. Ça consiste en quoi, de manière assez simple, et qu'est-ce que vous allez regarder et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, l'épreuve d'effort, c'est de faire un exercice pendant une durée de environ 5 à 10 minutes sur un tapis roulant ou un vélo. Et on propose à la personne à qui on fait le test d'effort d'avoir en fait une graduation de l'intensité d'effort à faire pendant ce test, où en fait au début il y a une charge qui est très faible sur les pédales ou sur le tapis, et progressivement en fait on accélère la cadence du tapis, où on forcit, où on force le vélo, la charge de vélo, et on regarde à l'électrocardiogramme, on a un déroulé d'électrocardiogramme pendant tout le test, une prise de tension, une prise de pulsation, et on regarde si en fait il y a une, une bonne réponse de la fréquence cardiaque, une bonne adaptation de la tension artérielle à l'effort, et est-ce qu'il y a des anomalies sur l'électrocardiogramme à l'effort. Donc pour dépister notamment la survenue de peut-être des prémices d'une pathologie coronaire qui pourrait être, disons, un petit peu avant de faire un infarctus, ce genre de choses. Hein. D'accord, donc en fait on commence à une intensité faible, graduellement on augmente l'intensité, Ça. parce que le but c'est que possiblement on va voir certaines anomalies apparaître à haute intensité qu'on ne pouvait pas déceler à basse intensité? C'est ça, exactement. Ok. Et comme on est dans une logique de reprise d'activité physique assez intense, peut-être que le corps n'a pas été stimulé suffisamment pendant des années à faire une activité forte, et donc du coup s'il y a une reprise d'activité intense, il faut voir si finalement le corps peut s'habituer, peut encore s'adapter sur un effort physique plus intense que ce qu'il était sollicité pendant des années. Ok. Bon, revenons à Richard. Richard, il a vu son médecin qui lui a fait passer quelques examens. Il a un peu d'hypertension, il a un peu de diabète. Est-ce que... Ah, vous faites des gros yeux déjà. Est-ce qu'il peut reprendre une activité physique dans ces conditions? Alors, c'est très important de faire une activité physique, même quand on a une hypertension et un diabète et un surpoids, ce d'autant plus que ça va l'aider
à réguler son diabète, réguler sa tension et perdre du poids. Donc c'est très important de faire de l'activité physique pour Richard. Comment le faire de façon sécurisée? Moi, je proposerai à Richard de faire ce test d'effort pour savoir jusqu'où il peut aller. Lui, ça lui donne aussi un petit peu voilà, il voit qu'il est capable de le faire. Il reprend confiance, entre guillemets, dans son exercice, dans ses capacités. Et puis ensuite, on va lui proposer de reprendre. Alors l'idéal, c'est de faire, aujourd'hui, on a des modules, en France, on a mis en place ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. C'est-à-dire qu'en fait, on a des professionnels de santé qui peuvent aider les gens qui veulent reprendre du sport, y compris les gens qui ont des facteurs de risque et qui ont vu un médecin au début qui leur a donc autorisé à reprendre une activité physique pour accompagner la reprise de sport. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment super parce que, en fait, un des problèmes à la reprise du sport, c'est souvent un manque de confiance. En fait, ça peut être, entre guillemets, un manque d'énergie ou, entre guillemets, la flemme, mais c'est aussi parfois un manque de confiance. Le fait d'avoir peur de challenger son corps, finalement, de le faire des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en fait, quand on est accompagné, donc soit avec des gens qui sont un peu spécialisés dans l'accompagnement de la pratique du sport comme des APA, ou dans des salles de sport. Enfin, en fait, il y a des salles de sport qui sont un peu dédiées pour encadrer la reprise de sport pour ces gens. Et donc, en fait, on le fait de façon très sereine et très accompagnée. Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont fait ce sport accompagné qui après me disent mais c'est vraiment génial, qui partagent une expérience finalement géniale parce que déjà en fait ils ont complètement repris confiance dans leurs capacités. Souvent ça leur a permis de régler un ou deux problèmes de santé qu'ils avaient. Par exemple, ils ont moins d'hypertension donc ils prennent moins de traitements, ou ils ont perdu du poids, ils sont contents d'eux et ils ont retrouvé une énergie parce que quand on reprend du sport en fait ça paraît peut-être ça parle à certains d'entre nous, mais en fait, on reprend de l'énergie quand on ferait du sport. C'est vraiment souvent en fait, on pense que le sport ça fatigue, mais en fait, c'est de la fatigue saine. Ça donne de l'énergie de faire du sport. C'est de la bonne fatigue. Oui. J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Ouais, ça c'est un schéma qu'on voit quand même beaucoup avec des personnes qui peut-être n'ont jamais fait de sport et arrivés à plus de 50 ans où on en fait il y a très longtemps. Et c'est vrai que quand on arrive à les remettre au sport, dans beaucoup de cas, ces personnes ils prennent goût et après elles peuvent plus s'en passer et peut-être que juste elles n'avaient pas l'habitude, elles avaient perdu l'habitude de transpirer, etc. Et finalement, après au bout d'un moment, c'est quelque chose dont elles peuvent plus du tout se passer. Et ça c'est quand même assez gratifiant quand on arrive à mettre ça en place avec des patients au cabinet. Tout à l'heure, quand j'ai dit le mot diabète, vous avez fait des grands yeux. J'ai l'impression que le diabète au niveau cardiovasculaire, c'est souvent le début de beaucoup de problèmes. Oui, le diabète, c'est un facteur de risque. Le diabète,
c'est en nette prévalence, en augmentation de prévalence dans les pays, enfin dans nos pays. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ça vient sur plusieurs paramètres, hein. Le diabète, ça s'installe surtout par une alimentation qui va être trop riche, trop sucrée, et aussi le surpoids. Donc il y a un terrain génétique, mais qui est un petit peu au deuxième plan, je dirais. En fait, les choses qui déclenchent le diabète, c'est véritablement le surpoids, une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée. Et en fait, pour parler d'alimentation, parce que je pense que ça c'est important et ça peut parler à beaucoup de personnes, en fait, les produits industriels, l'alimentation industrielle est toujours enrichie en graisse, en sucre et en sel. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ça donne de l'addiction à ces produits, hein. C'est bon, on a envie d'en reprendre. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Et en fait, de façon inconsciente, notre corps est un peu addict à ces substances et donc on a envie d'en reprendre. Moi, j'aurais tendance à donner comme conseil diététique tout simplement de reprendre des produits non transformés. C'est-à-dire tout simplement de refaire des courses. Alors l'idéal, c'est d'aller au marché quand on a un marché pas très loin de chez soi. Quand on a des enfants qui grandissent, qu'on a un peu plus de temps, c'est pas très compliqué en fait d'aller acheter des produits non transformés. Des produits qu'on va cuisiner. Si on a un petit peu de temps pour cuisiner, c'est encore mieux. Et, et voilà, et pas rajouter trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de sel et pas trop de gras. Et finalement, tout simplement, sans être un peu, je dirais, une perfectionniste du régime, très rapidement, on va éliminer énormément de substances qui sont toxiques ou délétères à long terme pour le cœur et pour le corps en général. Parce qu'il y a aussi certaines substances, les produits transformés, il y a des substances qui, comme vous le savez, qui peuvent être un peu perturbateurs hormonaux ou alors cancérigènes. Et en fait, tout simplement en allant acheter des produits frais, ben, parfois on enlève certains de ces produits additifs et trop sucrés qui donc vont développer des maladies. Ok, donc les efforts, c'est aussi quand on fait les courses, quand on cuisine, quand on mange. C'est ça. Ouais, toutes ces étapes-là sont aussi fondamentales, hein, pour être en bonne santé. Dans notre petite histoire, ce qui surprend beaucoup Richard, c'est d'avoir de l'hypertension, un peu de diabète, alors que finalement, il n'avait aucun symptôme. Donc quelque part, on peut être malade sans s'en rendre compte. Ça se met en place doucement. Oui, ces facteurs de risque sont assez insidieux, effectivement. Le diabète, c'est totalement asymptomatique. C'est pour ça que je pense qu'à partir de 50 ans, c'est bien d'aller de temps en temps chez son médecin traitant pour faire une prise de sang, rechercher un diabète, faire une prise de tension, rechercher du cholestérol. Même quand on n'a jamais eu de problème de santé, ça peut arriver. Et c'est important de dépister ces maladies assez tôt parce qu'en fait, elles font vieillir le corps de façon accélérée. Ça joue pas que sur le système circulatoire, ça joue aussi sur d'autres systèmes, d'autres organes. Et donc, c'est vraiment important de dépister ces maladies assez précocement. L'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux. En fait, l'hypertension, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde. Ça donne un vieillissement prématuré des artères, ça donne des accidents vasculaires cérébraux, ça donne des infarctus, ça donne des pathologies rénales. Et en fait, donc ça engage en fait un vieillissement artériel précoce. Alors, souvent, on n'a pas trop de symptômes. Moi, souvent, les premiers symptômes que je vois chez les gens, c'est des maux de tête ou la fatigue, ou une perturbation du sommeil. Par exemple, les gens dorment moins bien parce que justement, ils ont une hypertension quand ils dorment. Et en fait, quand on est hypertendu quand on dort, ben, on dort moins bien. Donc, c'est un petit peu les symptômes qui sont un peu insidieux. Après, je pense qu'à partir de 50 ans, d'aller chez le médecin de temps en temps ou d'aller chez le pharmacien prendre sa tension, ça me paraît un geste un peu... Routinier. ça me paraît pas incroyable de faire ça une fois par an, une fois tous les 6 mois, je pense, pour détecter justement des pathologies qui peuvent arriver à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans. Voilà. Ouais. C'est les deux facteurs de risque dont il faut le plus se méfier, l'hypertension et le diabète. Il y a le tabac. Le tabac, c'est vraiment aussi très très mauvais pour les artères. À ce propos, en fait, c'est les cigarettes combustibles, hein. Les cigarettes électroniques sont beaucoup moins
toxique pour le système cardiovasculaire et pour les poumons, je le dis. Donc vraiment, c'est très très net. Il y a eu des études, maintenant on a plus de 10 ans de recul, même 15 ans de recul sur les cigarettes électroniques. Ça donne pas du tout les mêmes effets secondaires que les cigarettes combustibles. Donc si vous devez choisir, prenez des cigarettes électroniques, mais si vous devez choisir complètement, arrêtez de fumer. Ça c'est vraiment très net. La deuxième chose, donc, vous parliez donc diabète, hypertension, effectivement, c'est un des gros facteurs de risque qui entraînent un dégât au niveau des artères. Il y a le cholestérol dont on a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, bon, en fait, on en a fait tout un procès à certains il y a quelques dizaines d'années, et je trouve que finalement, il a eu bon dos pendant un certain temps, alors que finalement, le diabète et l'hypertension sont beaucoup plus prévalentes et peut-être plus à prendre en compte, enfin autant à prendre en compte, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une grosse prévalence d'hypertension et du diabète. Aujourd'hui, le facteur de risque qui est galopant, je dirais, c'est l'obésité. Donc il y a une énorme prévalence de l'obésité augmente. En fait, on estime aujourd'hui qu'il y a 10 à 15% des gens qui sont en surpoids en France, hein, donc c'est énorme par rapport à ce qu'on... voilà, par rapport à il y a quelques années. Et En c'est un fait, chiffre qui devrait exploser en plus dans les prévisions. bah oui, alors l'obésité, alors bon, après on me dit mais pourquoi, enfin quel est le problème avec l'obésité? Bah l'obésité en fait non seulement c'est un facteur de risque cardiovasculaire en soi, pourquoi? Parce que l'obésité ça donne de l'inflammation dans le corps, en fait l'excès de tissu adipeux ça donne de l'inflammation, et l'inflammation ça touche les articulations, les artères, le cœur, le cerveau, c'est pas bon, c'est sûr. Et donc ça donne un vieillissement accéléré en fait, l'obésité, hein. C'est un vieillisseur accéléré. Donc il faut lutter contre l'obésité, et lutter contre l'obésité c'est pareil, c'est pas si compliqué. Déjà si on prend comme choix de arrêter de consommer des produits transformés et de uniquement cuisiner à la maison, on appelle régime méditerranéen, ou je sais pas, bon, moi je rentre pas dans les détails des régimes, mais c'est vraiment tout simplement de recuisiner, cuisiner des produits sains, avec beaucoup de légumes, des viandes peu grasses comme le poulet, ou des viandes blanches, du poisson, limiter tout ce qui est pain, féculent, et puis limiter les desserts trop sucrés. Et voilà. Et en fait, finalement, très simplement, on va pouvoir réduire ses apports caloriques et retrouver peut-être voilà, diminuer son poids. Tout ça accompagné avec une reprise d'activité physique, hein. On sait que l'activité physique, quand on mange pas de façon démesurée, ça fait perdre du poids quand même. Donc du coup, les deux sont bénéfiques en fait. Dans la plupart des facteurs de risque là, que vous avez abordés, hypertension, diabète et obésité, c'est marrant parce qu'ils sont assez proches à la fois dans leurs aspects négatifs, où c'est quelque chose d'assez latent, on ne se rend pas trop compte, mais finalement ça fait beaucoup de dégâts. Et ensuite, pour combattre ces facteurs de risque, en fait, c'est les mêmes traitements qu'il faut mettre en place. C'est faire attention à ce qu'on mange, bouger et prendre soin de soi. Il y a beaucoup d'analogies entre ces trois facteurs de risque. Si on repart sur l'histoire de Richard, et en plus Richard, de par son travail, il reste 8 heures à peu près assis par jour. Et ça, j'ai lu que du coup, il y avait une corrélation également avec les maladies cardiovasculaires, le temps passé assis. Ça, c'est quand même assez inquiétant par rapport à nos modes de vie. Je pense que la plupart des gens passent plus de 8 heures assis par jour. Oui. Donc la sédentarité, c'est un problème. Pour quelle raison? Et parce qu'en fait, ça augmente aussi l'inflammation, et ça augmente le risque de faire des caillots. En fait, je dirais que bouger, c'est un peu comme prendre une douche à l'intérieur de soi. C'est un auto-nettoyant. Et je trouve que l'image est pas mal. En fait, c'est une image que j'ai eue, et on m'a dit plusieurs fois, mais oui, c'est assez vrai. Parce que finalement, il y a des années, on s'est dit, bah tiens, on va prendre des douches le matin parce qu'on avait des maladies de peau, des maladies transmissibles. Et donc tout le monde prend une douche le matin. Ça viendrait même pas à l'idée. Enfin, maintenant, quand les gens ne se douchent pas, ils ont un défaut d'hygiène corporelle. Bon, eh ben, j'aimerais bien en fait qu'il y ait une prise de conscience par rapport à l'activité physique, et diminuer la sédentarité, parce qu'effectivement, rester assis, rester sédentaire, c'est un peu comme se négliger.
Donc en fait, vous allez me dire, bah oui, mais en fait, bon, les boulots aujourd'hui, c'est quand même rester assis derrière un bureau, c'est dur. Donc effectivement, je suis d'accord. Après, il y a des petits moyens pour aider à lutter contre la sédentarité. Donc il y a déjà bah, le fait de pouvoir aller au travail sans prendre sa voiture, ou en tout cas ménager du temps pour marcher le matin pour aller au travail, ou le soir pour rentrer chez soi, ou en vélo. On peut très bien imaginer une pause déjeuner où on fait un tour, le tour de, je sais pas, enfin on fait un petit tour pendant sa pause déjeuner pour continuer à faire justement circuler le sang. Et puis, même je sais qu'il y a certaines entreprises, des ateliers qui sont dédiés pour travailleurs sédentaires, notamment en fait des exercices de yoga qui sont faits pour lutter contre justement le fait d'être assis toute la journée. En fait, on fait des exercices pour assouplir un peu les articulations et pour bouger en restant sur sa chaise. Ça existe. J'ai vu des petites vidéos d'ailleurs là-dessus. Donc, et ça fait beaucoup de bien en fait. Parce que finalement, on est capable de se concentrer pendant un certain laps de temps, mais on ne peut pas se concentrer pendant des heures. Donc, je pense que de respecter son rythme de... Enfin, après, il y a des réunions, des machins, mais entre des réunions, vous pouvez très bien décider que vous ménagez un certain temps pour... en fait, vous faire une petite pause et qui peut durer 5-10 minutes, pas très longtemps, où en fait, finalement, vous allez faire quelques exercices, justement, alors moi je fais du yoga, donc c'est peut-être, je suis peut-être un petit peu, enfin j'ai une idée là-dessus, mais enfin voilà, c'est de faire des exercices d'assouplissement assez simples au bureau, même sur une chaise, en fait c'est possible, hein. C'est possible de faire ça. Et en fait après, bah, vous avez plus de facilité pour vous reconcentrer. Voilà, vous allez faire votre réunion pendant 2 heures, une pause de 10 minutes où vous allez justement faire quelques exercices. Vous allez vous reconcentrer, vous allez être positif pour enchaîner la suite de la journée. Parce que le corps, comme le sport, comme vous l'avez dit, bah, ça peut faire comme une douche à l'intérieur du corps et ça permet d'évacuer peut-être les différents excès et les différentes toxines qu'on a dans le corps. Mais c'est également très bon au niveau cognitif, au niveau de l'esprit, sur la concentration, sur le stress et sur tous ces aspects-là que vous avez mentionnés. Mais Oui. justement, Richard, il vient vous voir et du coup, il vous demande, il a envie de reprendre le sport, je vous l'ai dit, qu'est-ce que vous lui conseillez? Ou une activité physique, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention aux Alors, mots que j'utilise. je reviens. Bah non, mais en fait, le sport, il peut reprendre du sport. C'est juste pour dire qu'en fait, je mettais un curseur d'intensité entre sport et activité physique. Mais sinon, parce que souvent, je vois des gens qui ont peur du mot sport. Alors du coup, en fait, ils s'empêchent de faire tout exercice parce que, et en fait, pour eux, c'est sport, c'est non, je ne fais pas de sport. Alors que finalement, on peut très bien faire de l'activité physique sans faire du sport intensif ou de façon en compétition ou ce genre de choses. On peut très bien faire marcher sa machine, son corps, sans pour cela faire une compétition de tennis ou de karaté. Et donc voilà, c'était par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu restrictif là-dessus? C'est-à-dire que sans partir sur de la compétition, j'avoue que moi, partout on dit qu'il faut faire du sport, que c'est très bon pour la santé, enfin qu'il faut faire de l'activité physique, que c'est très bon pour la santé, qu'il faut bouger. Et à chaque fois que derrière, on rajoute le fait qu'on peut faire de la marche et que finalement c'est équivalent si la personne ne veut pas faire autre chose, moi j'avoue que je sais jamais trop comment l'entendre quand je l'écoute avec mes oreilles de kinésithérapeute parce que à l'heure actuelle, on sait que dans certains facteurs de risque, certaines pathologies, suivant la façon de faire du sport, on n'a pas forcément les mêmes résultats quand même, suivant l'intensité, etc. Et du coup, quand j'entends ça, je sais jamais trop comment l'appréhender avec mes patients. Peut-être que je vais faire une analogie qui est peut-être un petit peu maladroite, mais je pense qu'avec vos oreilles de médecin, c'est un peu comme si vous entendiez monsieur ou madame, vous êtes malade, vous inquiétez pas, on a un médicament qui est très efficace pour soigner ce que vous avez, mais finalement, on va vous donner un médicament qui est un peu moins efficace. J'espère que ça vous convient et vous verrez, c'est équivalent. Et moi, j'entends ça un petit peu de cette façon. Si je prends un autre exemple pour illustrer ça, très prochainement sur la chaîne, on va sortir une vidéo sur l'hypertension artérielle et quelle est la meilleure façon de faire du sport pour diminuer l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup d'essais cliniques finalement qui sont intéressés à ça, et j'en ai notamment un en tête où ils ont pris un pool de patients, un groupe de patients, qu'ils ont entraînés pendant 26 semaines, donc 6 mois.
sauf qu'ils ont divisé ces patients en 3 groupes. Il y avait un groupe qui faisait une activité aérobie, donc faible intensité, mais longtemps. Il y avait un autre groupe qui faisait ce qu'on pourrait appeler du fractionné ou du HIIT, donc du travail à haute intensité, mais sur un intervalle plus court, alterné avec des périodes de repos pour récupérer. Et il y avait un autre groupe qui faisait de la musculation. Et à la fin de ces 26 semaines, du coup, ils ont comparé la baisse de l'hypertension. Et les 3 groupes n'ont pas, bien sûr, les mêmes résultats. Je ne vais pas vous dire les résultats, comme ça vous irez peut-être voir la vidéo. Et ça, c'est absolument génial. Quand on sera capable, auprès de nos patients, comme ça, d'être aussi spécifique, on leur apportera beaucoup, beaucoup d'effets sur leur pathologie ou leurs facteurs de risque. Oui, alors donc pour reprendre sur le type d'activité physique, alors sur la marche à pied, j'insiste quand même qu'il faut une marche à pied. Quand je dis 30 minutes de marche à pied, c'est pas, on s'arrête pas toutes les 2 minutes pour regarder la devanture du magasin, ou voilà, c'est quand même 30 minutes à rythme soutenu. Enfin, c'est 30 minutes de marche à pied à rythme soutenu. Bon, ça c'est l'espèce de truc de, je dirais, le truc un peu basique qui permet juste d'éviter d'avoir, enfin, je vous parlais d'inflammation et de caillots, c'est juste histoire de bouger un petit peu. Après, pour avoir une activité un peu plus soutenue, je pense que, donc, effectivement, il y a... après, ça va dépendre un peu des gens, parce que vous avez des gens en fait qui vont aimer des sports explosifs. Vous êtes bien placé, je pense, pour le savoir. Et il y a des gens qui vont être plutôt sur des sports d'endurance. Après, moi, j'aurais tendance à dire en tant que cardiologue, parce que surtout des gens qui bougent pas beaucoup, que c'est important de bouger et de faire de l'activité, quelle qu'elle soit, et d'avoir donc cette activité quotidiennement, et de se faire un peu transpirer le week-end. Donc voilà, un truc un peu plus intense. Après, voilà, moi j'entends là quand vous disiez de faire des fractionnés, mais je suis pas, enfin, en tout cas moi dans mes patients, j'ai pas beaucoup de gens à qui je peux proposer de faire des fractionnés. Déjà, franchement, quand je leur dis trouver 30 minutes, parce que souvent ils ont eu des problèmes de santé, je leur dis voilà, c'est pas compliqué, on va décrypter, on va prendre votre agenda. Vous avez 50 ans, venez de faire un infarctus. Bon, là, c'est pas Richard, il a eu d'autres problèmes après. Donc, je leur dis voilà, c'est quoi votre agenda? Vous avez 8 heures de sommeil, vous avez 8 heures derrière un bureau, vous avez des enfants qui vous prennent tant d'heures, voilà, dans votre journée. Voilà, qu'est-ce que vous faites avec le reste du temps? Comment vous l'occupez? Et quand vous posez vraiment la question, vous voyez que finalement les gens ils vont avoir un temps d'écran qui est assez long. Parce que, enfin voilà, il reste quand même 8 heures quoi, dans la journée. Donc vous n'allez pas me dire que pendant 8 heures, bon, après ils vous disent, oh, bah non, mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais finalement, si vous commencez à décrypter leur agenda, entre guillemets, quotidien, et vous leur dites, mais en fait, cette demi-heure que vous allez dédier à une activité physique qui vous plaît, voilà, qui vous plaît, j'insiste sur qui vous plaît, parce que c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt de l'endurance. Après, voilà, s'ils ont l'occasion de se mettre en short de sport entre midi et 2 et puis de faire un peu justement, de fractionner, bah, c'est peut-être aussi bien, mais l'idée déjà, c'est de consacrer cette demi-heure pour prendre soin de soi et de faire voilà, du vélo ou de la natation ou de la marche à pied. Moi, j'estime que j'ai gagné mon pari. Alors, vous, ça, c'est clair. en train de kiné, ouais. vous allez me dire, quand même, les objectifs sont pas très élevés, mais moi, je peux vous dire que déjà... Non, je partage votre avis pleinement, à 200%. Là-dessus, c'est pas du tout facile à mettre en place de l'activité physique chez quelqu'un qui est sédentaire. Et d'une manière générale, je suis pas du tout contre la marche, et je pense que c'est une très bonne façon d'instaurer une routine. C'est une très bonne façon de commencer, et pour certaines personnes, ça sera l'activité physique qu'elles réaliseront, pas de problème. Voilà, puis après, bah, pour Richard, je pense effectivement... donc, moi, j'ai pas lu l'étude là, sur les différents programmes dans l'hypertension, mais si déjà, voilà, je l'encourage à faire ces 30 minutes de marche ou de vélo par jour, je serais... Ben, moi aussi. Et justement, il s'y met et il fait ses 30 minutes par jour de marche ou de vélo. Il commence un petit peu par de la marche rapide, et donc il fait un peu de sport. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, on peut espérer, alors c'est un peu de fiction, mais que ces facteurs de risque
diminue. Et est-ce qu'on peut espérer qu'il retrouve un petit peu son capital de 3 milliards de battements? Alors, moi, je vois des gens qui s'améliorent nettement en changeant de mode de vie. Je dis que ce qui est plus difficile, c'est de trouver le levier qui va faire qu'ils vont changer de mode de vie. Moi, je suis des gens qui, euh, parfois que je vois, que j'ai convaincu, je pense avoir convaincu. Et en fait, pour accéder à, hop, j'enclenche le changement qui va faire qu'ils vont changer, ils vont perdre du poids ou ils vont se mettre à faire une activité physique. Je trouve le levier qui va amorcer ce changement. Mais quand ils ont amorcé ce changement, eh bien, oui, il y a une nette amélioration. Moi, je suis des gens qui étaient hyper tendus, qui pesaient 100 kilos. Ils ont perdu 20 kilos, ils sont plus hyper tendus. Ils ont plus de diabète. Voilà, donc c'est aussi pour donner peut-être de l'espoir pour tous ces gens qui ont du surpoids, mais je peux vous dire que ça marche. Mais après, il faut trouver. C'est-à-dire que souvent, bah, les gens me disent: «Oh là là, docteur», moi là, je peux vous dire, j'en ai vu 2 dans la semaine, donc des gens qui sont pas très âgés, un qui a 50 ans, l'autre qui a 55 ans. Ils ont tous les 2 donc il y en a un qui est juste hyper tendu, mais et qui était très obèse et qui en fait a réussi à perdre du poids. Il a perdu 30 kilos, il avait plus de diabète, plus d'hypertension. Enfin plus d'hypertension, parce que c'était hypertension. Et l'autre, il était diabétique, hypertendu, il venait de faire un infarctus. Et en fait, du coup, il a eu un déclic. Le déclic, souvent, c'est un événement cardiovasculaire, je dirais majeur, c'est-à-dire en fait faire un infarctus ou un AVC, qui tout d'un coup, la personne se rend vraiment compte qu'il est allé au bout voilà, qu'il va vraiment, il faut changer quelque chose. Et donc moi, cette personne, je lui ai proposé de faire de la rééducation. Et donc il a fait de la rééducation, donc il était entouré par des kinés, des APA, enfin c'était merveilleux pour lui. Ça a changé, il faisait justement 110 kilos, il a perdu 30 kilos, incroyable. Enfin, les gens mais moi je me dis waouh, c'est vraiment il a réglé son problème de diabète, il a plus d'hypertension. C'est une vraie source d'espoir. Ah mais oui, C'est incroyable. donc enfin vraiment ça marche, ça marche, ça marche. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, enfin finalement c'est pas c'est juste de décider dans sa tête qu'on va prendre ce chemin, qu'on va changer, enfin, qu'on va juste prendre soin de son corps. Je dirais, moi je dirais que c'est du soin finalement, c'est comme prendre soin de son Ouais, et c'est toute la difficulté, tout est là. Comment allumer l'étincelle? Comment ça se met en place? Moi, j'ai l'impression que, mais je sens que vous n'allez pas tout à fait avoir mon avis, que peut-être avec l'essor de la médecine, beaucoup de gens se sont un peu déresponsabilisés de leur santé, soit en pensant que c'était pas de leur rôle, que c'était peut-être plus du rôle du médecin de prendre soin de leur santé, soit en pensant que quand ils tomberont malades, il y aura toujours quelque chose pour les soigner. Et j'ai l'impression que on est en train un peu d'évoluer là-dessus et qu'il y a une petite prise de conscience, peut-être liée à la pandémie, peut-être. Est-ce que vous partagez ce changement avec les patients que vous voyez? Alors, ce qui est sûr, c'est que on a fait énormément de progrès, notamment en cardiologie, pour prendre en charge les gens. Ça, c'est sûr. On soigne. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis cardiologue, c'est que à chaque fois, je sais que j'ai un traitement qui marche très bien et que les gens, ils peuvent être. Enfin, et malheureusement, quand ils sont malades, j'ai beaucoup de moyens de les soigner aussi après. Je les vois pendant très longtemps après aussi, après leur maladie, et parfois ils retrouvent une vie très très normale. Donc, c'est vrai qu'il y a des traitements qui marchent bien. Après, là, sur cette histoire de responsabilité, effectivement, moi aussi, je pense effectivement, il y a voilà, une sorte de déni, une sorte. Après, ça dépend un peu des psychologies des gens, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à ne pas, oui, à remettre ça à d'autres. Ouais, pas trop s'occuper de soi-même, je sais pas. Après, je pense que c'est surtout une histoire de personnes, en fait. Ça Il y a des dépend gens des qui gens. sont très, très, très consciencieux et justement aussi des gens qui ont beaucoup de conscience par rapport à ça et qui malheureusement vont avoir un problème de santé. Parce que la santé, c'est assez injuste, entre guillemets, hein. Il y a des fois, on a un problème et puis en fait, on n'a jamais rien fait pour en avoir un et ça va nous tomber dessus du jour au lendemain. Et puis, il y a des gens qui cumulent tous les facteurs de risque et qui vont finalement avoir des problèmes plus tard. Mais après, jouer à la roulette russe, je décourage totalement parce que c'est vrai que quand on a plein de facteurs de risque,
bah, souvent on a quand même des problèmes de santé, hein. Souvent, on est perdant. C'est des statistiques et on peut quand même Oui. être gagnant, mais malheureusement, souvent, on est perdant. Du coup, si on en revient un petit peu à Richard, de par son mode de vie, etc., et son travail qui lui prend du temps, il a du stress. Moi, j'ai vu à la fin de votre livre que vous donnez des recommandations un petit peu comme des ordonnances sans médicaments pour être en bonne santé, etc. Et vous apportez beaucoup d'importance au stress. Oui, alors le stress, pour moi, c'est un facteur de risque qui n'est pas très mesurable. C'est pour ça qu'en fait, on le sous-estime. La tension, vous prenez une tension au brassard, vous voyez que la personne elle est hyper tendue. Le stress, on ne peut pas le mesurer. Et néanmoins, moi, on a vu dans des études que en fait, le fait d'avoir eu un stress aigu, ça pouvait déclencher des maladies cardiovasculaires quelques jours ou quelques semaines après. C'est statistique. De fait aussi, quand on a un stress chronique, par exemple, on a plein de problèmes familiaux, bah en fait, on va avoir tendance à avoir une moins bonne santé que quand on n'a pas de problèmes familiaux, pas de problèmes d'argent, pas de problèmes familiaux, ben, on a moins de problèmes de santé. Donc le stress, c'est démontré, c'est un facteur de risque, c'est un facteur qui joue. Comment on peut gérer son stress? En faisant de l'activité physique, on y revient, toujours pareil. La douche. Finalement, vous voyez la douche. La douche du corps. C'est ça. Donc, et j'insiste parce que ça marche vraiment. Vous faites votre petite marche à pied, vous êtes en train de ruminer un problème, voilà, qui vous envahit votre tête. Vous faites votre petite marche ou votre vélo ou je sais pas, votre 30 minutes d'exercice. Vous revenez, parfois là, ça a disparu. Vous étiez fait une montagne alors que finalement voilà, des fois vous avez trouvé la solution en marchant. Donc, enfin moi je sais pas, mais moi personnellement ça marche très bien avec moi. Bon. Je pense que n'importe qui fait de l'activité physique est convaincu de ça. Et on a tous fait cette expérience d'avoir des problèmes. On va faire une activité physique. Soit effectivement on résout le problème, soit même on n'y pense pas. Et à la fin de l'activité physique, on se dit « Ah mais pendant une heure, j'ai pas pensé à ce problème alors qu'avant j'y pensais tout le temps et j'avais l'impression que c'était insurmontable. Finalement, c'est peut-être pas si grave et on arrive à prendre du recul. » Le problème, c'est qu'il faut que les gens aient déjà fait l'expérience de ça une fois et c'est là où souvent c'est difficile. Et puis l'autre technique que je recommande, qui est assez facile, c'est la technique de la cohérence cardiaque. En fait, c'est assez, c'est assez simple à mettre en place, hein. La cohérence cardiaque, c'est de respirer profondément pendant 5 secondes sans bloquer sa respiration en haut. Donc on peut le faire une fois et de souffler pendant 5 secondes. Donc je peux le faire une fois pour montrer un peu aux gens, hein, c'est 5, 3, 4, 5. Voilà, et vous faites ça pendant 5 minutes. Et vous faites ça 3 fois par jour. Alors les gens, oh là là, se disent, oh là là, 3 fois par jour, 5 minutes, ouf, comment je vais pouvoir trouver le temps? Bah si, moi je peux vous dire que je suis cardiologue, j'ai des enfants et j'arrive à trouver 5 minutes 3 fois par jour. Et c'est pareil, en fait, bah du coup je reprends une autre activité après, j'ai mon esprit qui est détendu. En fait, pourquoi ça marche la cohérence cardiaque? Parce que ça relaxe le système nerveux autonome. Ça va détendre le système nerveux sympathique, ça va ralentir la fréquence cardiaque, ça va diminuer la pression artérielle, ça a été montré par des études sérieuses, des études scientifiques. Ça marche très bien. Et en fait, du coup, comme ça détend le système nerveux autonome, ça détend aussi le stress, ça met à distance ses émotions. Vraiment, moi, je le conseille. Enfin, maintenant, je fais des exercices avec mes patients en consultation, je le recommande à mes patients. Et vraiment, les gens qui le font, après, il faut le faire pendant plusieurs semaines. Il faut essayer d'avoir, c'est pareil, c'est une certaine discipline. Le tout, c'est commencer à changer, enfin, voilà, changer un tout petit peu son mode de vie, se ménager du temps pour soi. Et en fait, je peux vous dire que après, vous gérez différemment les choses. Vous mettez à distance vos émotions, vous mettez à distance la colère. En fait, voilà, on parlait de 3 milliards de battements. Bah, par exemple, quand vous êtes en colère, vous avez la fréquence cardiaque qui s'accélère, la tension qui monte. En fait, quelque part, vous perdez du capital. Vous perdez de l'énergie, vous perdez du capital. Donc en fait, si vous pouvez arriver à trouver une technique pour moins vous mettre en colère, je connais des gens qui sont colériques et qui vont se mettre en colère, par exemple, une fois par jour ou une fois par semaine. Eh ben, en fait, voilà, avec cette technique de cohérence cardiaque et un peu d'exercice, vous pouvez en fait gérer différemment vos épisodes quand vous sentez que la colère elle monte en vous. Vous faites ces exercices et déjà rien que de les faire plusieurs fois par jour, en fait, vous allez voir que vos épisodes de colère ils viennent moins souvent. Et en fait, bah, vous économisez des battements cardiaques, vous économisez, voilà, vous économisez de l'énergie
et vous potentialisez toutes les journées, toutes les semaines qui viennent pour gagner en fait en sérénité et mettre à distance le stress. Bah, c'est super. Je vous propose du coup qu'on reste là-dessus juste avant de vous libérer, Emmanuel. 2 petites questions qu'on a décidé de mettre en place avec Jérôme et on va maintenant poser à tous nos invités, donc vous les inaugurez. S'il y a un seul conseil que vous deviez donner à tous vos patients pour prendre soin de leur corps et de leur cœur, ce serait lequel? Bah, c'est de bouger, c'est vraiment de bouger tous les jours et de faire fonctionner son cœur. Donc ça veut dire quoi fonctionner le cœur? Pas le faire battre un peu plus vite en faisant l'exercice tous les jours, au moins pendant 30 minutes. Ok, bon bah, je crois qu'on l'a beaucoup illustré durant cette vidéo. Et du coup, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez mis en place récemment dans votre vie pour prendre soin de votre santé? Alors moi, je fais du yoga, comme je vous disais, en fait, j'adore ça. Donc j'ai essayé plusieurs sports, hein. J'ai fait de la course à pied, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du vélo. Je fais du vélo, mais à titre de loisir, je me pousse pas beaucoup. J'ai fait de la natation aussi et en fait, maintenant je fais du yoga et j'aime beaucoup le yoga et je fais en fait, et je dis ça parce que je suis cardiologue et j'ai 2 enfants et en fait, alors ils sont un peu plus grands, c'est pas des petits enfants, ils sont adolescents, mais tous les matins, je me dédie 20 minutes de yoga et en fait, ils me voient faire mon yoga et finalement, ils sont fiers de leur maman parce qu'elle fait du yoga, du coup, elle est un petit peu musclée et elle est positive et en fait, c'est mes 20 minutes et personne ne peut me déranger pendant 20 minutes. Et voilà, et j'ai mis ça en place depuis, je dirais 2 ans. Super, c'est une très bonne façon, je pense, de commencer la journée. Tout à fait. Merci beaucoup et à très vite, Emmanuel. Merci. Bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir, c'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.